de LC Première. Et nous accueillons ce matin le président de la Chambre territoriale des comptes pour revenir sur le rapport sidérant qu'elle vient de consacrer à la fonction publique. Jean-Yves Marquet, bonjour. Bonjour. Alors nous avons eu l'occasion de présenter les grandes lignes de ce rapport à nos auditeurs et nos internautes dès vendredi. Le premier constat d'ordre général, c'est finalement l'incapacité de la Nouvelle-Calédonie et de sa direction des ressources humaines à mettre en place les réformes de fond. Expliquez-nous quelles sont ces réformes qui auraient dû être conduites. Alors, la fonction publique est une compétence qui a été transférée dès 1955, donc ça fait quand même quelques années. La Chambre avait déjà fait un rapport sur le sujet en 2006, si je ne m'abuse, donc il y a une petite dizaine d'années. Et il y a eu, vous le savez, des assises de la fonction publique en 2010 qui ont donné de grandes lignes de réformes qui n'ont pas été mises en œuvre. L'idée, c'est qu'on a une fonction publique qui est quand même assez peu nombreuse en effectif réel, environ 17 000 personnes, donc grosso modo la moitié de fonctionnaires, la moitié de contractuels. Ces 17 000 personnes relèvent d'une soixantaine de statuts différents, ce qui pour un nombre aussi restreint de fonctionnaires est peut-être un peu compliqué. Il y a des problèmes de recrutement, puisque le mode de recrutement normal de la fonction publique, qui est le concours, ne fonctionne pas forcément toujours très bien ici, puisqu'il n'y a pas forcément suffisamment de candidats ou suffisamment de candidats bien formés pour réussir. Donc il y a des réformes à mettre en place en termes de recrutement, en termes de gestion, en termes d'organisation de la direction des ressources humaines de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie, dont je rappelle qu'elle a quand même fait l'objet de 4 réorganisations dans un délai de 5 ans, ce qui est énorme, et qu'elle a toujours une organisation qui ne correspond pas à l'ensemble de ses compétences. Et elle n'a toujours pas de directeur. Et elle n'a toujours pas de directeur. Donc il y a un panel vaste de réformes à mettre en place qui sont d'autant plus difficiles à développer qu'elles ont tardé. Il y a des réformes de fond sur l'organisation générale, sur les régimes indemnitaires, des réformes sur les modalités de recrutement, des réformes sur les modalités d'organisation de la gestion. Donc beaucoup d'éléments qui restent en suspens et qui ont été mis en avant dans le rapport de la Chambre territoriale des comptes. Alors quelles sont les conséquences concrètement de cet archaïsme finalement dans le quotidien et donc dans le service rendu aux Calédoniens? Alors peut-être pas dans le service rendu immédiatement aux Calédoniens, parce que les constats que nous faisons ne remettent pas en cause la qualité des fonctionnaires et des contractuels qui sont en place et qui rendent le service quotidien. La conséquence, ça peut être par exemple sur la gestion de la carrière des fonctionnaires, que la direction des ressources humaines de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie est submergée par exemple par les décisions de gestions individuelles, et que du coup, comme elle n'est pas organisée pour faire face au poids et au flux normal des décisions de gestion, eh bien on a des retards très longs dans la mise en place des promotions par exemple, ou des décisions de gestion qui peuvent mettre plus de 6 mois à être appliquées et mises en œuvre. On a des problèmes dans les recrutements où on voit par exemple dans la formation des personnes qui vont passer les concours que beaucoup abandonnent les formations en cours de route, que les concours ne permettent pas de recruter tous les fonctionnaires qui sont attendus. Du coup, on recrute sur titre ou par la voie de contractuels. Les personnels ne sont pas forcément fidèles et s'en vont assez rapidement. Donc, on est obligé de recommencer le processus de recrutement parce que les agents se mettent en disponibilité. Donc, il y a tout un ensemble d'éléments qui pèsent sur la gestion des fonctionnaires et sur la fluidification des flux de recrutement. 258, si vous aussi vous avez une question, un commentaire à adresser ce matin à Jean-Yves Marquet, le président de la Chambre territoriale des comptes. L'une des lacunes essentielles également pointées dans ce rapport, c'est finalement la non mise en place de l'emploi local dans la fonction publique. C'est pourtant un impératif de l'accord de Nouméa. Une loi est en place. Est-ce que vous pensez que cette fois c'est la bonne? Alors il y a un texte qui est en cours qui répond. Alors moi, j'en ai pas. La Chambre n'en a pas fait une étude approfondie et n'a pas à le faire en demeurant, puisque ce texte est sorti après ou a été préparé après que la Chambre a travaillé sur le sujet et a fait son instruction. Mais effectivement, il y a un texte qui est en cours de préparation qui semble répondre aux insuffisances que nous pointions dans le rapport publié il y a quelques semaines. Alors, je vous le disiez, de nombreuses recommandations portent sur les
les pratiques de recrutement des fonctionnaires, dont certains sont, selon la Chambre, je cite, sans cadre réglementaire. Faut-il comprendre dans, on va dire, le jargon plus simplifié, à la limite de la légalité ? Il faut comprendre que la limite de la légalité, oui, si vous voulez, mais c'est pas ça le sujet. Il faut comprendre qu'effectivement, face à l'absence de cadre défini, eh bien le système a défini ses propres règles pour faire en sorte que les choses puissent progresser et qu'il y ait quand même des recrutements, mais on a des régularisations qui se font éventuellement a posteriori, donc qui permettent d'éviter qu'on se trouve dans des situations de personnes recrutées qui n'ont pas de statut. En fait. Alors, il y a un exemple que vous développez, alors je donne la page pour ceux que ça intéresse, en page 76, pour une chargée des affaires européennes pour la Nouvelle-Calédonie, mais qui est basée à Paris. Alors, je donne quelques-uns des critères: qui a été recrutée sans CV, qui n'a produit aucun relevé d'activité depuis 2009 et qui est de surcroît indexé. C'est ce qui finalement interroge le plus la Chambre. Ça, c'est quoi ? C'est une exception ? Ce sont des cas qui, malgré tout, existent de façon assez importante ? Alors, c'est un cas individuel qui est noté. C'est une procédure assez baroque, effectivement, puisque l'indexation à rebours est quand même assez surprenante. L'indexation, elle est faite pour faire face à un coût de la vie spécifique sur le territoire néo-calédonien. Donc, c'est assez étrange que des personnes recrutées en Nouvelle-Calédonie se trouvent indexées pour faire face à un coût de la vie qui est inférieur en métropole. Donc, c'est une exception, c'est un cas particulier. Il y a 2 ou 3 cas particuliers qui sont pointés. Vous savez que dans nos investigations, nous suivons nous essayons de trouver des situations qui ne sont pas conformes à la réglementation. Là, pour le coup, effectivement, on en a une. Mais c'est une exception sur les 16 000 agents qui travaillent pour la Nouvelle-Calédonie. Vous n'avez pas 15 999 personnes qui sont dans une situation comme le cas qui a été pointé là. Ce qui ne veut pas dire que la personne ne travaille pas au demeurant, hein. Mais alors là, pour le coup, effectivement, elle bénéficie de conditions qui ne sont pas acceptables. Alors après, face à une telle situation, nous, on a 2 possibilités. Ou on met ce type d'exemple dans un rapport qui est publié pour le porter à la connaissance des autorités et du public, et c'est un cas d'alerte. Ou alors, on n'en parle pas dans notre rapport, c'est la loi qui nous en fait obligation, et on prend on a une action de type juridictionnel de notre côté, mais qui se fait en dehors de la connaissance générale du public. Donc on fait dans les délibérés un choix entre les deux. Et là, en l'occurrence, le choix qui a été fait, c'était de porter à la connaissance du public et de demander au gouvernement de justement, les élus ont donc examiné ce rapport attentivement, de façon parfois un petit peu virulente vendredi. Et certains, Louis Mapou notamment, a demandé pourquoi finalement, dans certains cas, probablement celui-ci, la Chambre ne va pas au bout, et est-ce que c'est pas à elle d'aller sur le terrain judiciaire ? Pourquoi avoir fait ce choix finalement plutôt de la publication au plus grand nombre plutôt que sur le terrain judiciaire? Alors ça, c'est le choix du délibéré, et le délibéré est secret, donc je n'exposerai pas à la radio et devant une caméra les raisons du choix de la collégialité de la Chambre. Après, on n'est pas dans un gouvernement des juges. Je crois que je l'ai déjà rappelé à plusieurs reprises sur votre antenne ou sur d'autres ou dans les journaux. Le premier président de la Cour des comptes, quand il était venu ici il y a quelques années, l'avait dit également. On n'est pas dans un gouvernement des juges. C'est aux politiques de prendre ses responsabilités. Le rôle de la Chambre territoriale, comme de toutes les juridictions financières, c'est d'informer le citoyen et de pointer les dérives qu'elle constate. Bon, voilà, on informe le citoyen, on informe le gouvernement. Là, la représentation locale a été informée puisqu'il y a eu une présentation devant le Congrès, et c'est aux politiques après de prendre la main, de délibérer et de prendre les décisions. Et je rappelle que les élus du Congrès, comme les élus des communes ou les élus des provinces, ils ne sont pas hors sol, ils sont élus par des électeurs. Et les électeurs, ce sont des gens que nous informons. Donc le système est assez bien rodé. Le politique est informé, il est mis face à ses responsabilités et c'est à lui de décider. Alors je n'étais pas au Congrès vendredi puisque j'étais absent, mais j'ai cru comprendre qu'effectivement les débats avaient été animés sur le sujet et que la représentation locale du Congrès s'était véritablement approprié le sujet, comme le gouvernement se l'est approprié également, si j'en crois la déclaration liminaire qui a été faite par le président du gouvernement et dont j'ai
pris connaissance ce week-end. On va y revenir. Alain est avec nous au standard. Bonjour Alain, bienvenue. Nous écoutons votre question. Oui, bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Désolé, je viens de prendre un petit peu en cours de route et j'ai deux petites questions. La première, est-il possible de consulter le rapport de la Chambre territoriale? Et la deuxième, si j'ai bien compris l'intervention, le rapport porte en priorité sur l'emploi public. Donc au niveau publicitaire, est-ce que suffisamment d'informations sont données à la population? Parce que je suis quand même étonné, chaque année on a plus de 1000 ou 1500 bacheliers qui réussissent, et dans le paquet il y en a bien la moitié qui continuent. Alors je suis assez étonné quand on dit qu'il n'y a pas suffisamment de formation dans le pays. Voilà, merci. Merci Alain pour votre question, Jean-Yves Marquet. Alors la consultation du rapport, la réponse est oui. Il y a un site internet qui est www.ccomptes.fr/NC ou CTC-NC. Oui, vous tapez Chambre territoriale des comptes Nouvelle-Calédonie. Vous tapez Chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie sur un moteur de recherche bien connu et vous tomberez sur notre rapport puisqu'il est en tête de gondole sur le site de la Chambre. Alors après, sur la publicité des concours, j'ai pas dit qu'il y avait pas suffisamment de formation en Nouvelle-Calédonie. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas forcément des gens qui étaient suffisamment formés pour la fonction publique. Donc Vous parlez notamment du rôle de l'IFAP. Le rôle de l'IFAP qui a fait l'objet d'un rapport par ailleurs de la Chambre territoriale également. Et donc on propose tout un système de mise en place de bourses dédiées, par exemple, d'intégrer des stagiaires aussi, d'intégrer des stagiaires par la voie de l'apprentissage, la valorisation des acquis de l'expérience. Donc je n'ai pas dit que les gens n'étaient pas suffisamment formés en Nouvelle-Calédonie, j'ai dit qu'ils n'étaient pas suffisamment formés quelquefois pour répondre aux besoins des concours. Alors après, sur la question de la publicité des concours, oui, c'est publié au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, qui est peut-être pas une lecture quotidienne de tout le monde sur le territoire, qui demande d'y aller, mais ce sont les règles de l'administration et de la fonction publique qui font ça. Je ne suis pas spécialiste des petites annonces de la presse locale, mais je pense qu'effectivement, il y a aussi des avis de concours dans la presse quotidienne, j'imagine. Allez, dernière question avec Noël, qui est avec nous en direct. Bonjour, nous écoutons votre question. Rapidement, s'il vous plaît. Bonjour, mesdames. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour. Juste une petite remarque. Est-ce que vous ne pensez pas que la situation des comptes n'est pas la résultante de quelque chose qui se pratique couramment ici? C'est le copinage et puis il faut récompenser certains bons militants qui ont bien travaillé pour que le parti gagne ou des choses comme ça. Merci Noël pour votre question. Alors elle rejoint celle que j'allais vous poser après, le fameux dossier des collaborateurs. Mais globalement, les pratiques douteuses et puis un certain archaïsme, combien ça coûte? Est-ce qu'en effet ça peut être lié avec la situation compliquée des finances publiques aujourd'hui? La situation des finances publiques de Nouvelle-Calédonie, comme celle de la France métropolitaine, est un problème plus vaste que celui des simples collaborateurs de cabinet ou des recrutements dans la fonction publique. Tout élément de dépense non justifié ou mal justifié contribue à la mauvaise situation des finances publiques. Mais là, en l'occurrence, c'est quand même un épiphénomène par rapport à une situation beaucoup plus grave qui est liée à des éléments qu'on connaît et qui ont fait l'objet de travaux par ailleurs de la Chambre précédemment. Alors après, sur la situation des collaborateurs de cabinet, j'ai bien compris qu'effectivement, c'était un sujet qui avait agité hautement la médiatique représentation du Congrès. Car très politique. On retiendra notamment, alors vous donnez aussi dans ce rapport quelques exemples assez frappants des collaborateurs qui, en changeant de statut, arrivent à augmenter leur rémunération de plus de 400 000 francs en quelques mois. Et il y a cette phrase dans le rapport: il n'existe pas d'éléments susceptibles de vérifier l'adéquation entre l'emploi réellement exercé et la rémunération allouée. C'est-à-dire, pas de CV, pas de qualification. Le poste politique peut s'affranchir de toutes ces règles-là? C'est un peu ce qu'on a pu constater dans certains cas, oui, effectivement. Est-ce ça que veut c'est dire normal, qu'il y a des gens qui sont employés. Ah ben non, c'est pas normal. On entend aussi, finalement, clair. c'est partout pareil. Est-ce que ça, c'est vrai? Oui, mais c'est pas parce que c'est partout pareil que c'est normal. C'est pas la faute de tout le monde ne justifie pas celle des autres. Et après, je ne sais pas si c'est partout normal. Moi, je ne travaille que sur la Nouvelle-Calédonie et je préside la Chambre de Nouvelle-Calédonie. Mais non, c'est pas normal que quelqu'un soit recruté et ne fasse pas le travail pour lequel il est payé. Non, ce n'est pas normal, c'est clair. C'est bien pour ça que c'est dans le rapport, d'ailleurs. C'est bien pour ça, je pense que ça a suscité
suscité quelques débats lors de la séance du Congrès de vendredi dernier. Alors là, le président Philippe Germain du gouvernement a déjà montré quelques gages de sa volonté d'intervenir et notamment de limiter le nombre de collaborateurs par membre du gouvernement. Qu'est-ce que vous préconiseriez dans ce cas-là? Est-ce qu'il faut finalement en venir à la règle, par exemple, qui est pratiquée au Congrès? C'est l'exemple que nous donnons, oui. Le Congrès a des pratiques vertueuses en la matière avec un nombre de collaborateurs et une masse de rémunération des collaborateurs qui est liée à différents éléments qui sont purement mécaniques et qui sont limités de fait. Et qui sont limités de fait et qui permettent d'encadrer suivant des règles transparentes, égales pour tous et les mêmes pour tous les membres du Congrès et qui permet d'encadrer le nombre de collaborateurs des groupes politiques. Donc oui, on parle clairement du Congrès dans le rapport et oui, la Chambre considère que ce qui a été fait au Congrès est une bonne chose et pourrait utilement inspirer le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Alors pour terminer, plusieurs réformes, on l'a dit en début, sont en cours, notamment celle de la fonction publique, celle également du statut des agents non statutaires, quelques réformes également pour cette question des collaborateurs. La Chambre a l'air, malgré tout, dans son rapport, d'avoir quelques réserves sur la capacité de la direction des ressources humaines à s'approprier, à mettre en œuvre ces réformes qui sont lourdes. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, comme je vous le disais en début d'intervention, en 5 ans, 4 réorganisations successives de la direction des ressources humaines de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie. Donc, une structure qui est en réorganisation permanente et qui n'a pas de directeur et qui a 3 missions et simplement 2 pôles d'organisation est peut-être pas exactement dans la situation organisationnelle la plus adéquate pour faire face aux défis qui sont les siens. Je pense que je crois, j'en suis même sûr, on le voit dans les réponses du gouvernement à notre rapport, c'est un sujet dont les autorités locales sont amplement conscientes. Et comme je suis un garçon optimiste, je ne doute pas que le gouvernement va prendre le taureau par les cornes et les mesures nécessaires pour faire en sorte que tout ça aille mieux. On attend donc le On y prochain reviendra rapport dans le prochain rapport. De la Chambre territoriale des comptes. Ça sera peut-être plus moi qui serai là. Mais d'ici 5 à 6 ans. On ira voir. Jean-Yves Marquet, merci d'avoir été notre invité ce matin. L'information continue avec Bruno Rouvière sur la première. Merci.